Mercredi 17 septembre 2025, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité de ce jour, le ministre des Travaux publics a confirmé aujourd'hui que la route nationale numéro 2 est en mesure de supporter le convoi transportant les équipements nécessaires au projet de 105 MW à Mboumounamboul. 13 ponts ont été renforcés, a-t-il ajouté. Le premier convoi devrait quitter Touamas la semaine prochaine. D'ailleurs, lors du Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions afin de faciliter toutes les démarches administratives liées au dédouanement de ces équipements. Reportage de Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Les 13 ponts reliant Antananarivo à Touamas ont été consolidés et peuvent désormais supporter le passage des équipements destinés au projet de 105 MW d'Mboumounamboul, a précisé ce jour le ministre des Travaux publics, Rafidson Richard Théodore. Concernant les travaux d'aménagement de la RN2, ceux-ci ont été accélérés. 4 entreprises sont mobilisées pour les réaliser. Même si les travaux ne sont pas encore totalement achevés, la route est déjà praticable pour l'acheminement des équipements, a-t-il expliqué. Selon les prévisions, le premier convoi quittera Touamas la semaine prochaine. Ce projet de 105 MW viendra renforcer la production d'électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo et contribuera à réduire les délestages. En 2025, l'ONU célèbre le 30e anniversaire de l'adoption du programme d'action mondiale pour la jeunesse, en abrégé PAMJ. Outre la célébration organisée à Addis Abeba le 12 août dernier à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, une réunion de haut niveau se tiendra également à New York le 25 septembre prochain en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Madagascar y sera représenté par 5 jeunes délégués. Le président malagasy Andry figure également parmi les chefs d'État invités par la secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse des Nations unies en raison de son leadership et de son engagement particulier en faveur de la jeunesse malagasy à travers différents soutiens qui soient infrastructurels ou matériels. Les détails avec Mervoulat Sferen et Andoura Zanjaibé. Le président de la République de Madagascar, Andry fait partie des chefs d'État ayant reçu une invitation spéciale de la part du Dr Felipe Pollier, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la jeunesse, pour assister et honorer la réunion de haut niveau marquant le 30e anniversaire de l'adoption du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Cette rencontre se tiendra à New York aux États-Unis le 25 septembre prochain, parallèlement à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Elle est spécialement destinée aux chefs d'État qui s'illustrent par leur engagement personnel et leur exemplarité en faveur de la jeunesse, tant dans leur pays qu'à l'échelle du continent africain. Le président malagasy répond parfaitement à ces critères grâce à son leadership et à sa vision en matière de développement de la jeunesse, inscrit dans la politique générale de l'État et défini dans le premier pilier relatif au développement du capital humain. Cela inclut la construction d'infrastructures dédiées à la jeunesse, telles que des stades modernes et aux normes, dont le stade Barea et les autres stades érigés à travers l'île, mais également la construction de maisons des jeunesses dans chaque région. Il y a également les appuis financiers et matériels destinés aux jeunes entrepreneurs dans le cadre du programme national FIARIN. Ce leadership reconnu a valu au président Rajoelina plusieurs distinctions internationales, notamment Personality of the Year, leader politique africain 2024, décerné par l'African Leadership Magazine, le titre de champion de l'industrialisation décerné par l'ONUDI en 2022, sa coprésidence du programme Young Leaders 2025 de la French African Foundation, ainsi que la présidence actuelle de la SADC, organisation regroupant 16 pays d'Afrique australe, dont il est le plus jeune chef d'État à la tête. Madagascar sera représenté par 5 jeunes lors de cette grande rencontre mondiale à New York, organisée en parallèle de la 80e Assemblée générale des Nations unies. 4 d'entre eux partiront de Madagascar, tandis qu'un 5e est déjà sur place. Ces jeunes porteront la voix de la jeunesse malagasy, partageront leur expérience et échangeront directement avec des jeunes du monde entier.
Le thème de cette réunion de haut niveau sera le programme d'action à 30 ans, accélérer les progrès mondiaux grâce à la collaboration intergénérationnelle. Il s'agira de dresser le bilan des avancées depuis l'adoption du PAMJ, de renforcer la coopération et de renouveler les engagements en faveur de la jeunesse à l'échelle mondiale. Et à l'occasion de la visite à Madagascar d'une délégation du Hub Kigali, un atelier suivi d'un échange avec des journalistes malagasy s'est tenu ce jour au QG Tanour à Nkoundjan. Les invités venus du Rwanda ont partagé leur expérience en matière de préparation et d'organisation du sommet Youth Connect, tandis que le Comité national d'organisation a présenté le déroulement du sommet prévu à Madagascar du 26 au 30 novembre prochain. Reportage toujours de Mervoulasphère sur les images de Asnara Faldonar. Dans 71 jours, Madagascar accueillera un événement majeur du continent africain, le Youth Connect Africa Summit 2025. Ce sera une première pour notre pays qui devient également le premier pays francophone à organiser ce sommet, après le Kenya, l'Éthiopie et le Rwanda, où se sont tenues les 7 éditions précédentes. Madagascar a intégré la grande famille du Youth Connect en 2017, un vaste réseau qui regroupe des millions de jeunes à travers l'Afrique. Actuellement, le Comité national d'organisation rassemblant le ministère de la Jeunesse et des Sports, le programme national FIARIN et le PNUD est en pleine préparation. Près de 25 000 jeunes âgés de 15 à 35 ans sont attendus pour ce sommet, dont 7 000 participeront en présentiel, les autres y prendront part à distance via des plateformes numériques. Jusque-là, AJ-71, 37 pays ont déjà confirmé leur participation au Youth Connect Africa Summit 2025 que Madagascar accueillera. Néanmoins, les organisateurs espèrent la présence des représentants des 54 pays membres de l'Union africaine. Pour Madagascar, toutes les régions de l'île seront représentées. Ce sommet est essentiel pour créer un réseau commun des jeunes. Il ne bénéficie pas seulement aux participants, mais aussi aux journalistes qui couvrent l'événement, comme Mme Philippine Razaf-Jassat, journaliste de la TVM qui a assisté à la dernière édition tenue à Kigali au Rwanda l'année dernière. Dans le cadre des préparatifs du Youth Connect Africa Summit 2025, une session de formation a été organisée aujourd'hui au QG Tanour à Nkoundjan à l'intention des journalistes malagasy en collaboration avec le représentant du Hub Youth Connect Africa, la Direction générale de la jeunesse et le programme national FIARIN. Rappelons que le sommet se tiendra à Antananarive du 26 au 30 novembre 2025. 2 journées de pré-sommet précéderont les sessions principales. Outre les jeunes réunis autour des 8 thématiques officielles, le sommet verra également la participation de plusieurs chefs d'État africains aux côtés du président de la République Andrzej, ainsi que de nombreuses personnalités et influenceurs du continent africain. Dans la suite des actualités locales, 15 jeunes malgaches partiront en France au mois d'octobre prochain dans le cadre d'une mission de volontariat. Ils seront engagés dans différents secteurs pendant une durée allant de 10 à 12 mois. À l'issue de cette période, ils reviendront à Madagascar pour partager leur expérience, selon les précisions apportées aujourd'hui par France Volontaire à Madagascar. Ce type de projet contribue au renforcement de la coopération entre Madagascar et la France. Reportage de Oubra Samman sur les images d'Anzara Zonarvel. Dans le cadre du partenariat entre Madagascar et France Volontaire, 15 jeunes malgaches partiront en France au mois d'octobre 2025 pour effectuer des missions de volontariat. Ces missions, d'une durée de 10 à 12 mois, se dérouleront dans des secteurs variés tels que l'éducation, l'environnement, la culture ou encore l'action sociale. L'objectif de ce programme est de permettre aux jeunes de développer leurs compétences, d'enrichir leur parcours professionnel, mais aussi de favoriser les échanges interculturels. À l'issue de leur mission, ces jeunes reviendront à Madagascar pour partager leur expérience au sein de leur communauté. Une disponibilité totale et l'engagement sont parmi les qualités essentielles requises chez les jeunes intéressés par ce type de volontariat. La première notion, c'est celle de l'engagement. Et parfois, on a besoin de compétences très spécifiques. Parfois, c'est simplement cette motivation, cette volonté, cette soif de l'interculturalité, de la connaissance, de aussi se découvrir soi-même qui sont les compétences qui sont demandées. Et quand j'ai pu rencontrer des jeunes volontaires de Madagascar en mission en France, certains avaient déjà des compétences très fortes en communication, sur les enjeux d'environnement, sur les enjeux liés à la francophonie, et d'autres étaient là aussi pour se découvrir eux-mêmes et faire découvrir à la France la richesse, la diversité, toute l'ambition de Madagascar. En parallèle, des jeunes Français viennent également effectuer des missions de volontariat à Madagascar.
Ce programme s'inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre Madagascar et la France, notamment après la signature d'un accord bilatéral en avril 2025 relatif à l'engagement volontaire lors de la visite du président français à Madagascar. Dans la page économique à présent, plus de 43 643 touristes ont visité l'allée des Baobabs à Mourdave entre janvier et août 2025. Cela représente une augmentation de plus de 19% par rapport à la même période de l'année dernière. Les sites touristiques de la région MENA B seront particulièrement mis en valeur lors de la célébration nationale de la Journée mondiale du tourisme prévue les 27 et 28 septembre à Mourdave. Les détails avec Fin de Sénat Mireille et Ruth Christelle Ragout-Malal. 43 643 visiteurs se sont rendus à l'allée des Baobabs de Mourdave durant les 8 premiers mois de cette année 2025. Cela marque une hausse de plus de 19% par rapport aux 36 579 visiteurs enregistrés entre janvier et août 2024. Le taux d'occupation des hôtels locaux a également atteint 80%. Mourdave et la région MENA B se rendent donc à l'honneur pendant la célébration nationale de la Journée mondiale du tourisme. Des vols spéciaux opérés par Madagascar Airlines seront mis en place pour dynamiser le tourisme dans le sud-ouest à l'occasion de cette Journée mondiale du tourisme. Des visites des mangroves de Kival ainsi que des immersions dans la vie des pêcheurs locaux seront aussi proposées. Tous les partenaires sont mobilisés pour la célébration nationale de la Journée mondiale du tourisme qui se tiendra les 27 et 28 septembre à Mourdave. Le thème retenu cette année est le tourisme vers une transition durable. Restons toujours dans cette page touristique. La saison touristique 2025 a été positive pour Madagascar, selon les précisions apportées aujourd'hui par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. On estime à environ 200 000 le nombre de touristes venus dans le pays jusqu'à ce jour et une augmentation du nombre de visiteurs est encore attendue. Les grands événements organisés à Madagascar ont également eu un impact significatif sur le secteur, tant sur le tourisme local qu'à l'international, qui ont affiché des chiffres encourageants, toujours d'après les explications. La majorité des hôtels à Nosbé ont également affiché complet, grâce notamment à l'achèvement des routes réalisées par l'État à Sainte-Marie. Le nombre de touristes dans cette région est également en hausse. Mourdave et Madzang ne sont pas en reste, enregistrant eux aussi une fréquentation significative cette année. Dans le reste de l'actualité locale, la région Atsnanan se projette vers l'avenir avec un nouveau plan régional de développement 2025-2030. L'objectif étant de transformer durablement le territoire, réduire la pauvreté et améliorer l'indice de développement humain. Ce plan a été présenté aujourd'hui officiellement à Anous en présence des autorités ainsi que des partenaires techniques et financiers. Les détails avec Ruth Christelle Ragout-Malal et Yves Janel. Le plan de développement régional 2025-2030 de la région Atsnanan, présenté officiellement aujourd'hui, s'articule autour de 4 priorités. L'amélioration du capital humain, la promotion durable de l'industrialisation, le renforcement des infrastructures et la mise en place d'une gouvernance transparente. Le projet est mis en œuvre avec l'appui du PNUD et de la région Normandie. C'est une grande fierté d'accompagner ce processus parce que ça s'inscrit dans notre stratégie globale pour accompagner la décentralisation et le renforcement de capacités au niveau régional. Donc pour nous, ça fait dans notre DNA d'accompagner et également de continuer le chemin que nous avons commencé à Madagascar, dans la coopération entre les Nations Unies et également le monde. Parce que depuis février de 2062, donc une de notre volets centrales est toujours d'accompagner notre partenaire sur la décentralisation, le renforcement de capacités. Donc ça fait partie de notre travail et on est très fiers de continuer de travailler dans ce domaine. La région Atsnanan, près de 30 ans qu'on coopère ensemble et pour la Normandie c'est l'unique coopération décentralisée. La plus importante, elle est très structurante, elle a commencé sur des projets universitaires et économiques, elle poursuit sur l'économie, je le disais tout à l'heure, avec un projet très structurant sur le volet économique et social, Agricop, qui a permis depuis 2019 aux filières sucre, épices, de voir leur chiffre d'affaires augmenter de 60%. Et ça s'inscrit dans le PRD. C'est là tout le lien de la coopération décentralisée avec le PRD. Donc maintenant, il faut avancer. On a aussi l'éducation à la citoyenneté, avec l'Institut des droits de l'homme, qui permet aussi d'agir dans les axes du PRD. Et nous sommes très très fiers de cette coopération.
Parmi les objectifs majeurs figure la réduction de 10% du taux de pauvreté dans la région d'ici 2030, ainsi que la valorisation de secteurs clés comme l'agriculture, le tourisme et les ressources minières abondantes dans la Tsnanan. Le slogan choisi, se développer ensemble pour les futures générations, incarne la volonté des partenaires, bailleurs et communautés locales à conjuguer leurs efforts pour concrétiser cette vision. Et 40 femmes âgées vulnérables et leurs familles ont bénéficié de logements modernes dans le Fukuntan Ndutapenak, dans le premier arrondissement de la capitale. Toutes issues des bas quartiers, elles vivaient souvent des situations difficiles, notamment lors des saisons de pluie. Ce nouveau projet de construction témoigne de la collaboration entre l'État et le secteur privé dans la mise en œuvre de la politique de développement, selon la ministre de la Population et de la Solidarité lors de la remise officielle des maisons aux familles bénéficiaires. Aujourd'hui, reportage de Aniane Martina et Sechan Jenab. Le bâtiment inauguré aujourd'hui est composé de 4 blocs comprenant au total 40 appartements modernes, chacun doté d'un salon, d'une cuisine, de sanitaires, avec alimentation en eau et en électricité. Ces logements sont destinés à 40 femmes âgées vulnérables du Fukuntan Ndutapenak dans le premier arrondissement d'Antananarivo. L'infrastructure vise à répondre aux besoins de ces familles en situation de précarité qui subissaient régulièrement des inondations dans leur habitation située dans les bas quartiers en période de pluie. Selon les explications données par l'association caritative FCRA, initiative du projet, cette infrastructure a été réalisée dans un esprit d'entraide et de solidarité envers les plus vulnérables, tout en apportant un appui social à l'État. Toutefois, une sélection de bénéficiaires a été nécessaire avec en plus leur implication directe dans l'entretien futur des lieux. La ministre de la Population et de la Solidarité a souligné que la réalisation de ce projet met en valeur l'importance de la solidarité et de la collaboration entre l'État et le secteur privé. Aujourd'hui a donc eu lieu la remise officielle de ces infrastructures qui sera désormais habitée par 40 familles vulnérables du Fukuntan Ndutapenak. Et dans les actualités internationales de ce soir, la ville de Gaza est la plus frappée par Israël depuis le début de la guerre en octobre 2023, avec plus de 30 000 bâtiments détruits et des habitants contraints de fuir vers le sud de la bande de Gaza. Les détails avec France 24. C'était avant le 7 octobre 2023, sur l'une des principales artères qui bordent la ville de Gaza. Un lointain souvenir qui laisse place au cauchemar. Voici la même route, filmée il y a quelques jours. La mosquée et ses 2 minarets sont détruits. Les immeubles et les maisons frappées remplacées par des tentes. Vu du ciel, on voit mieux encore les parkings, les toits de ce quartier devenu champ de poussière. Dans la bande de Gaza, 78% des immeubles ont été partiellement ou totalement détruits, selon l'Organisation des Nations Unies. Des hôpitaux, des écoles, des logements. En rouge, les plus sévèrement touchés. En jaune, ceux moins endommagés. La ville de Gaza est la plus frappée. 30 227 bâtiments démolis ou abîmés, devant Rafah et Khan Younes, toujours selon l'ONU. Ces dernières semaines y ont été les plus éprouvantes. Prendre le contrôle de la ville est un objectif militaire assumé d'Israël. En témoignent ces images satellites, prises entre le mois d'août et il y a quelques jours. Un mois seulement sépare ces photos. Pour survivre, les habitants sont contraints de se déplacer vers le sud et dans des camps où les réfugiés se massent par milliers. Au Cameroun, 50% des Camerounais ont moins de 20 ans. La plupart d'entre eux n'ont pas connu d'alternance politique. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit 43 ans. À 92 ans, il brigue un 8e mandat de 7 ans. La jeunesse va-t-elle se mobiliser pour ce scrutin ou est-elle désabusée? France 24. Bien que l'âge moyen du Cameroun soit de seulement 18 ans, le président Paul Biya brigue un nouveau mandat à 92 ans. À quelques semaines du scrutin, la jeunesse du pays est partagée entre optimisme et frustration. La situation du pays devient chaque jour plus difficile et nous espérons que celui qui remportera les élections prendra conscience de la situation et des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. C'est la seule raison pour laquelle nous voulons voter. As a citizen, it is my birthright
En tant que citoyen, c'est mon droit inaliénable. C'est le moment où je dois décider sur le sort de ce pays pour les 7 prochaines années. J'y vais avec beaucoup d'optimisme. Le président Biya a pris ses fonctions pour la première fois en 1982. Après 42 ans à la tête du pays, il espère remporter un 8e mandat et rester au pouvoir pendant 7 années supplémentaires. Ma génération, les jeunes nés dans les années 90 et au début des années 2000, ne veut plus attendre. Nous avons atteint la limite de notre patience à vivre sous la direction d'une seule personne. Je pense que nous allons voter pour l'espoir le 12 octobre 2025. 12 autres candidats sont également en lice, dont Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya pendant 16 ans, qui a été désigné candidat consensuel de l'opposition. Malgré son nouveau titre, de nombreux partis d'opposition restent sceptiques à l'égard de Chiroma Bakary et ont exprimé des doutes quant à la légitimité de son parti, l'Union pour le changement. Maurice Kamto, figure phare de l'opposition, n'a pas pu se présenter. Sa candidature a été rejetée par le conseil électoral Elections Cameroun. Environ 8 millions de personnes devraient voter lors de l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. Et pour terminer cette page internationale, Donald Trump est arrivé hier mardi 16 septembre au soir au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'État historique où tout sera fait pour plaire à un président américain imprévisible mais grand fan de la famille royale. France 24. Avant même d'atterrir, Donald Trump avait annoncé qu'il venait ici voir son ami, le roi Charles. Eh bien, son souhait est exaucé. Tout à l'heure, Melania Trump et Donald Trump seront accueillis ici au château. Et le roi et la reine ont préparé pour eux une cérémonie, une journée de cérémonie dont seuls eux ont le secret et qui vont permettre au Trump de penser que le temps d'une journée, qu'eux aussi sont issus d'une tradition monarchique de droit divin. Il y aura donc l'accueil dans la cour du château par le roi et la reine et aussitôt des coups de canon. Le canon tonnera à la fois ici à Windsor et à la Tour de Londres en même temps. Un tour de calèche ensuite à l'intérieur seulement du domaine parce que Donald Trump ne sortira jamais du domaine de Windsor. Il ne sera pas en contact, comme vous l'avez dit, avec le public, avec les manifestants, notamment à Londres. Aujourd'hui, une grande manifestation prévue. C'est pour ça que Donald Trump n'y mettra pas les pieds. Ensuite, bien entendu, la revue militaire avec 1300 soldats mobilisés, c'est un record. Il y aura un survol de F-35 américains, des chasseurs américains et britanniques pour illustrer la coopération militaire entre les deux pays. Et bien sûr, pour finir, un grand dîner de gala avec des discours du président et du roi. Et bien entendu, pour Keir Starmer, pour le Premier ministre, c'est une occasion d'utiliser l'arme tranchante de sa diplomatie et tenter d'influencer son allié américain imprévisible. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.